218 avant Jésus-Christ, Rome est la puissance montante du monde méditerranéen. Ses légions ont écrasé les Samnites, soumis les Gaulois cisalpins, repoussé Pyrrhus d'Épire. Son système militaire, la légion manipulaire, disciplinée, adaptable, redoutable, a démontré sa supériorité sur tous les champs de bataille qu'elle a foulés. Ses généraux sont convaincus d'une vérité simple. Aucune armée étrangère ne peut menacer le sol d'Italie. Les Alpes au nord et la mer au sud rendent la péninsule inviolable. La géographie elle-même protège Rome. Puis un homme de 30 ans quitte Carthage Nouvelle, aujourd'hui Carthagène, en Espagne, avec 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 37 éléphants de guerre africains. Il traverse l'Espagne, franchit les Pyrénées, traverse la Gaule méridionale sous le nez des armées romaines et s'attaque aux Alpes en plein automne. Il perd la moitié de son armée dans les cols enneigés. Il arrive en Italie avec moins de 26 000 hommes épuisés, gelés, mal nourris. Et avec cette armée réduite de moitié, il inflige à Rome 3 des pires défaites militaires de son histoire en l'espace de 2 ans. Ce n'est pas une histoire de bravoure militaire, c'est une histoire de calcul stratégique, de compréhension systémique de la faiblesse de l'adversaire et d'un pari géopolitique d'une audace si absolue qu'aucun général romain ne l'avait considéré possible. Et c'est précisément pour cela qu'il a failli fonctionner. Pour comprendre pourquoi Hannibal traverse les Alpes, il faut comprendre ce que Carthage est en train de perdre et à quelle vitesse. Carthage, au IIIe siècle avant notre ère, n'est pas une puissance militaire au sens romain du terme, c'est une puissance commerciale. Fondée par des colons phéniciens sur la côte nord-africaine, elle a bâti pendant 5 siècles un empire fondé non sur la conquête terrestre, mais sur le contrôle des routes maritimes méditerranéennes. Ses navires dominent la Méditerranée occidentale. Ses comptoirs couvrent le littoral nord-africain, la Sicile, la Sardaigne, la Corse et l'Ibérie. Carthage ne produit pas elle-même sa richesse. Elle contrôle les flux par lesquels la richesse des autres doit circuler. La première guerre punique, de 264 à 241 avant notre ère, brise ce système. Rome, puissance terrestre qui n'avait jamais possédé de marine significative, construit en 2 ans une flotte de 120 trirèmes en copiant le plan d'une galère carthaginoise échouée, bat Carthage sur mer, s'empare de la Sicile et impose un traité dévastateur, 3200 talents d'argent d'indemnité de guerre. Carthage est étranglée, ses mercenaires impayés se révoltent. Rome en profite pour s'emparer de la Sardaigne et de la Corse en violation du traité et exige 1200 talents supplémentaires. La réponse carthaginoise prend la forme d'une expansion en Espagne, dirigée par Hamilcar Barca, le père d'Hannibal. Les mines d'argent ibériques doivent reconstituer les finances carthaginoises et fournir une base pour la revanche. Hannibal naît vers 247 avant notre ère. Son père l'emmène en Espagne à 9 ans et, selon la tradition, lui fait jurer une haine éternelle envers Rome. Qu'elle soit historique ou construite, cette haine structure toute sa vie adulte. Quand Hannibal prend le commandement en Espagne en 221 à 26 ans, il hérite d'un plan élaboré pendant 20 ans, porter la guerre en Italie même et briser Rome avant qu'elle ne soit assez forte pour écraser Carthage définitivement. La question n'est pas de savoir s'il attaquera, la question est de savoir comment. En 219 avant notre ère, Hannibal assiège Sagonte, une cité ibérique alliée de Rome sur la côte méditerranéenne espagnole. Rome proteste, exige sa livraison. Carthage refuse. Rome déclare la guerre. C'est exactement ce qu'Hannibal voulait. Le siège de Sagonte n'est pas un objectif en soi, c'est une provocation calculée. Pendant que Rome déploie ses armées selon la logique conventionnelle, une en Espagne, une en Afrique, Hannibal fera quelque chose que personne ne considère possible. Il ira à Rome. Non pas par la mer, Rome domine désormais la Méditerranée occidentale. Par la seule route que personne ne surveille parce que personne ne croit qu'une armée puisse l'emprunter. Par voie terrestre, à travers l'Espagne, les Pyrénées, la Gaule méridionale et les Alpes. La logique est implacable. Hannibal ne peut pas défier Rome en mer. Mais si son armée pénètre en Italie,
les alliés italiques de Rome, soumis, pas convaincus, pourraient basculer. Les Gaulois cisalpins du Nord, récemment soumis et hostiles, pourraient rejoindre. Rome serait forcée de combattre sur son propre sol. C'est une stratégie de coalition, pas de conquête. Hannibal ne peut pas détruire Rome militairement, mais il peut briser la fédération italique qui lui fournit ses légions, son ravitaillement et ses recrues. Sagonte tombe en novembre 219. En mai 218, Hannibal quitte Carthagène avec son armée. L'armée qu'Hannibal emmène en Espagne est une construction militaire sans équivalent dans l'Antiquité. Sa cavalerie numide, des cavaliers nord-africains montant à cru, sans selle ni étrier, qui manœuvraient leurs chevaux aux genoux et contrôlèrent leur monture avec une précision stupéfiante, est la meilleure cavalerie légère du monde méditerranéen. Ces fantassins ibères et libyens sont des soldats professionnels, des mercenaires qui combattent pour leur solde, mais aussi par loyauté personnelle envers un commandant qui partage leurs conditions de vie et se bat à leur côté. Et ces éléphants, des éléphants de forêt africains, plus petits que les éléphants d'Asie, utilisés par les armées hellénistiques, mais psychologiquement dévastateurs pour des chevaux qui n'en avaient jamais vu, constituent une arme de rupture psychologique autant que physique. Les Pyrénées sont franchies sans grande difficulté, mais dans le sud de la Gaule, la résistance des tribus locales et la menace d'une armée romaine en marche forcent Hannibal à accélérer. Il contourne les zones de résistance, négocie des passages avec les chefs gaulois locaux, dont certains rejoignent sa cause par hostilité envers Rome, et atteint le Rhône en septembre 218. La traversée du Rhône est la première prouesse logistique de la campagne. Le fleuve est large, rapide, en crue automnale. Traverser une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes avec chevaux, équipements et éléphants sans pont constitue un défi que la plupart des généraux auraient contourné en cherchant un gué ou en attendant la saison propice. Hannibal improvise. Ses ingénieurs construisent dans quelques jours des radeaux de bois suffisamment larges pour transporter les éléphants, qu'on recouvre de terre pour tromper les animaux, leur faire croire qu'ils foulent un sol ferme. Certains éléphants paniquent malgré tout, basculant dans le fleuve et sont emportés par le courant. Mais leurs cornacs, accrochés à leurs oreilles, les guident en nageant jusqu'à la rive opposée. La totalité de l'armée traverse en moins de 2 jours. Une armée de reconnaissance romaine, commandée par le consul Publius Cornelius Scipion, arrive au Rhône quelques jours après le passage d'Hannibal. Elle trouve un campement abandonné, des traces de feu, des marques de passage dans la boue. Hannibal est déjà loin vers le nord, marchant vers les Alpes. Scipion fait une chose que personne n'aurait prévue. Il rembarque son armée sur ses navires, repart en Italie du Nord par mer pour bloquer le débouché alpin et envoie son frère en Espagne avec le gros de ses forces. Il ne comprend pas encore qu'Hannibal a déjà gagné la course contre la montre. En octobre 218 avant notre ère, Hannibal attaque les Alpes. Les sources antiques, Polybe et Tite-Live principalement, s'accordent sur l'horreur de cette traversée sans s'accorder sur le col exact emprunté. Le débat sur la route précise d'Hannibal fait encore rage parmi les historiens et les archéologues. Le col du Mont Genèvre, le col du Clapier, le col de la Traversette en haute altitude. Chaque génération d'historiens a défendu sa propre hypothèse. Des analyses palynologiques récentes, l'étude des pollens fossilisés dans les tourbières alpines, tendent à confirmer le col de la Traversette, à près de 3000 mètres d'altitude, comme la route la plus probable. Ce qui est certain, c'est que la traversée dure 15 jours et qu'elle tue des milliers d'hommes. Le danger ne vient pas seulement du froid et de la neige, bien que les températures de la mi-octobre à 3000 mètres tuent des soldats nord-africains et espagnols acclimatés à des hivers doux. Il vient des tribus montagnardes qui attaquent la colonne en mouvement depuis les hauteurs, faisant rouler des rochers sur les files d'hommes resserrés dans les étroits passages de montagne, coupant les unités de queue, volant les équipements et les animaux de bas. À un moment critique de la traversée, une avalanche efface un segment entier du sentier montagneux. L'armée s'arrête, bloquée. Hannibal fait allumer d'immenses brasiers contre le rocher qui barre la route, peut-être sur du bois qu'on fait brûler jusqu'à ce que la pierre soit rouge de chaleur, et verse dessus du vinaigre acide qui fracture thermiquement la roche.
Ce récit de Tite Live, longtemps considéré comme légendaire, a été partiellement corroboré par des analyses chimiques modernes qui ont trouvé des traces de calcination anormale à certains endroits des cols alpins candidats. Ce qui est sûr, c'est que cette technique, ou une autre, a fonctionné. L'armée a continué. Les 37 éléphants souffrent autant que les hommes. Le froid, l'altitude, les sentiers de montagne, conçus pour des chèvres plutôt que pour des animaux de 5 tonnes, tout cela tue ou brise les pachydermes. Certains tombent dans des précipices, d'autres refusent d'avancer et doivent être poussés par des dizaines d'hommes. À l'arrivée en Italie, la plupart des éléphants survivants sont blessés ou épuisés. Un seul, nommé Surus, le Syrien, survivra à la totalité de la campagne italienne. Quand l'armée d'Hannibal débouche sur le versant italien des Alpes et aperçoit pour la première fois la plaine du Pô s'étendant vers le sud à l'infini, le général réunit ses hommes sur un éperon rocheux et leur montre l'Italie. Les Alpes, leur dit-il, n'étaient pas la destination, elles étaient le mur. Le mur est franchi. Ce qui s'étend devant eux, c'est la route de Rome. Les chiffres à l'arrivée sont catastrophiques. Des 90 000 fantassins du départ, il reste environ 20 000 fantassins africains et 6 000 cavaliers, soit moins d'un tiers de l'effectif initial. Mais ces survivants sont quelque chose qu'aucun calcul numérique ne peut mesurer exactement. Des soldats qui ont traversé les Pyrénées, le Rhône et les Alpes et qui sont encore debout. Leur confiance en leur commandant et en eux-mêmes est absolue. Rome mobilise. 2 consuls, 2 armées, la pleine puissance militaire de la République mise en branle pour écraser l'envahisseur avant qu'il ne se consolide. La première confrontation se produit sur la Trébie, en décembre 218. Hannibal choisit son terrain avec soin, une plaine où sa cavalerie supérieure peut manœuvrer librement, et attire l'armée romaine à attaquer tôt le matin, après l'avoir forcée à traverser la rivière Trebiagé dans l'eau glacée de décembre. Les soldats romains arrivent au combat trempés, gelés et à jeun. Les légions poussent au centre, là où les fantassins africains et ibères les absorbent et les ralentissent. Puis la cavalerie numide ferme les ailes. Puis une force de 2000 hommes cachés dans des roseaux émerge et frappe les légions dans le dos. Sur 40 000 Romains engagés, moins de 10 000 survivent. Juin 217. Le lac Trasimène en Toscane. Hannibal a pénétré profondément en Italie centrale, ravageant le territoire romain pour forcer la bataille. Le consul Flaminius, bouillant d'indignation patriotique, le suit sans reconnaître suffisamment le terrain. Hannibal cache 40 000 hommes dans la brume matinale sur les collines bordant le lac Trasimène, laissant une petite force visible sur la route pour guider les Romains dans le couloir naturel entre les collines et l'eau. Les légions de Flaminius pénètrent dans le couloir au petit matin, dans un brouillard épais. L'embuscade se referme de tous côtés simultanément. Les Romains ne peuvent ni manœuvrer, ni se déployer. En moins de 3 heures, 15 000 légionnaires sont tués, 15 000 autres capturés. Flaminius lui-même est tué dans la mêlée. Une colonne de secours de 4 000 cavaliers romains qui arrivent après la bataille est encerclée et anéantie le lendemain. Rome nomme un dictateur, Quintus Fabius Maximus, dont la stratégie de harcèlement et d'évitement systématique de la bataille rangée vaut à Hannibal 2 ans sans victoire décisive, mais qui frustre tellement le Sénat et le peuple romain qu'on le surnomme Cunctator, le temporisateur, comme une insulte. En 216, Rome abandonne la stratégie fabienne. Elle lève la plus grande armée de son histoire, 86 000 hommes, 2 consuls, une résolution absolue d'en finir. Hannibal n'a plus que 50 000 hommes. Les chiffres devraient décider. Le 2 août 216, à Cannes, dans les Pouilles, se déroule l'une des batailles les plus étudiées de l'histoire militaire mondiale. Hannibal déploie son armée en arc convexe, le centre ibère et gaulois bombé vers les légions romaines. La bataille commence. Les légions enfoncent le centre carthaginois, comme prévu, comme toujours. C'est la force des légions, la puissance de leur masse, leur capacité à pousser et à briser les lignes ennemies face à elles.
Elles poussent, poussent encore, et le centre carthaginois recule, recule, recule. Mais le centre recule de manière contrôlée. Il ne s'effondre pas. Il s'incurve vers l'intérieur, devenant concave, enveloppant les légions sur leurs flancs sans qu'elles s'en aperçoivent, car chaque légionnaire ne voit que les ennemis devant lui. La poussée vers l'avant compacte les légions dans un espace de plus en plus réduit. Pendant ce temps, la cavalerie numide a mis en fuite la cavalerie romaine des deux ailes. Elle revient dans le dos de l'armée romaine. Le cercle se referme. 70 000 Romains sont tués en une seule journée de combat. Le chiffre précis varie selon les sources entre 47 000 et 70 000. C'est le pire désastre militaire de l'histoire romaine. 2 consuls, 29 tribuns militaires sur 48, 80 sénateurs romains sur les 300 que compte le Sénat, tués dans la boue des Pouilles en quelques heures. La formation utilisée par Hannibal à Cannes, l'encerclement double, l'enveloppement par les flancs pendant que le centre recule, sera étudié, copié et tenté par des générations de généraux jusqu'au 20e siècle. Schlieffen la reprend en 1905 dans le plan qui portera son nom. Rommel, Patton et Zhukov en parlent dans leurs journaux de guerre. Après Cannes, un ambassadeur carthaginois arrive à Rome avec une proposition de paix et un sac rempli d'anneaux d'or arrachés des doigts des chevaliers romains morts. Le Sénat refuse de le recevoir. Maharbal, commandant de la cavalerie, dit à Hannibal « Tu sais vaincre, mais tu ne sais pas user de la victoire. Marche sur Rome. Dans 5 jours, nous dînons au Capitole. » Hannibal refuse. Il ne marche pas sur Rome. La réponse est structurelle. Hannibal n'a pas les engins de siège pour prendre une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, défendue par ses murs et sa garnison. Et le cœur de la fédération italique tient. Pas de capitulation diplomatique des alliés latins, pas de ralliement massif attendu. Fabius Maximus reprend la main. Harcèlement systématique, évitement de la bataille rangée, reprise une à une des villes ralliées à Carthage. Capoue, la 2e ville d'Italie qui avait basculé dans le camp carthaginois, tombe en 211. En Espagne, le jeune Scipion prend le commandement en 210 et chasse les Carthaginois de la péninsule en 206. En 207, le frère d'Hannibal, Hasdrubal, franchit les Alpes avec une armée de secours. Ces éclaireurs sont capturés avant qu'ils puissent contacter Hannibal. Les consuls romains réunissent leurs forces sur la Métaure et l'écrasent. Hasdrubal est tué. Sa tête est catapultée dans le camp d'Hannibal. Hannibal comprend. Il se replie dans le Brutium, la Calabre actuelle, inexpugnable, mais incapable de reprendre l'offensive. En 203, rappelé en Afrique pour défendre Carthage contre l'armée de Scipion, il rembarque. 15 ans en Italie, jamais vaincu sur le terrain. Il sera battu une seule fois dans sa vie, à Zama, en 202, face à Scipion qui a étudié ses tactiques pendant 15 ans, copié sa cavalerie et compris comment neutraliser les éléphants. Hannibal est vaincu par un général qui avait appris de lui. Hannibal a traversé les Alpes avec 37 éléphants en hiver. Il a infligé à Rome ses 3 pires défaites. Il a passé 15 ans en Italie, sans capitulation. Et pourtant, Rome a survécu, Carthage a été détruite, et l'histoire a donné à Rome la victoire finale. Mais la question que les historiens posent rarement est la suivante. Qu'est-ce que la campagne d'Hannibal a réellement changé? Elle a changé Rome elle-même. Les légions qui ont survécu à Cannes, à la Trébie, au Trasimène, ont appris quelque chose qu'aucune école de formation ne pouvait enseigner. Comment perdre catastrophiquement et continuer à se battre. La Rome qui sort des guerres puniques n'est plus la même cité-État italique qu'en 264. C'est un État en train de comprendre qu'il peut mobiliser des ressources humaines, économiques et militaires à une échelle que personne d'autre dans le monde méditerranéen ne peut atteindre. La résilience romaine, testée jusqu'à ses limites absolues par Hannibal, en sort non pas brisée, mais durcie. Chaque crise surmontée renforce les institutions. Chaque défaite absorbée accroît la capacité d'absorption des suivantes. Et les Scipions, les Flamininus, les Aemilius Paulus, qui apprennent la guerre contre Hannibal ou contre ses méthodes, formeront la génération de généraux qui soumettra la Grèce, détruira Carthage
et posera les fondements de l'Empire méditerranéen. Hannibal a voulu démontrer que Rome était trop fragile pour survivre à une campagne en Italie même. Il a démontré le contraire. Mais le pari n'était pas absurde. Cannes reste, 23 siècles plus tard, l'une des victoires tactiques les plus parfaites de l'histoire militaire. Les 37 éléphants dans la neige des Alpes, les radeaux sur le Rhône, l'embuscade du Trasimène, la double enveloppe de Cannes, tout cela est l'œuvre d'un homme qui a compris la géographie, la psychologie de l'adversaire et la mécanique du pouvoir avec une précision que les siècles n'ont pas démentie. Il a perdu la guerre. Il n'a pas perdu l'histoire. Hannibal Barca mourra en exil en Bithynie en 193 avant notre ère, entouré par des soldats romains venus l'arrêter. Il s'empoisonnera plutôt que de se rendre. Il dira, selon Tite-Live, que Rome attend depuis si longtemps cette mort qu'il est juste de la lui donner enfin. Un homme qui avait traversé les Alpes avec 37 éléphants en plein hiver, qui avait manqué de détruire la plus grande puissance de son monde, à quelques décisions stratégiques près, et qui, dans ses derniers instants, choisit encore la forme de sa mort plutôt que de la subir. C'est peut-être cela, la véritable mesure d'Hannibal Barca.